C'est bon? Est-ce que ça marche? Vous avez allumé vos micros? Bon. Parfait. Moi, je vais faire l'appel des présents et des représentés. Christian Amat, Fabien André, Alain Barbe, présent. Bertrand Bonnard, présent. Sébastien Bourrin, présent. Corinne Cabane, a donné procuration à François Michaud, qui est là. Faustine Delambre, Afida El Guédari, Jacques Ferrer, Gonel Garlavé qui a donné pouvoir à Jacques Ferrer, Martine Galine, Émilie Girard, Linda Caldi qui a donné procuration à Martine Galine, présente, Nicolas Morin, présent. François Michaud, Emmanuel Plat, présent. Jean-Philippe Roux, présent. Marc Solaire, présent. Annie Zabek Donadieu. Alors, je vais désigner le secrétaire de séance. C'est qui a fait le dernier? C'est toi qui as fait le dernier. Donc, c'est Sébastien. Je te laisse le dossier. Alors, attends, je l'ai mis où? Il est là. Dossier de secrétariat de séance. Voilà. Alors, je vous propose ce soir une petite modification dans l'ordre du traitement des points à l'ordre du jour. Et notamment, je vous propose de remonter le point 6, qui est l'avis extension carrière Languedoc-Granulat, en début de séance, pour permettre donc l'intervention de Languedoc-Granulat et de son directeur, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour nous présenter ce dossier, Gilles Sass, donc, qui est là, et je lui laisserai dans un moment la parole après que j'ai purgé, je dirais, les éléments de début de séance, et nous reviendrons après. On fera une petite interruption pour pouvoir avoir cette présentation et pouvoir ensuite échanger sur ce point. Donc nous avons l'ordre du jour, bien évidemment, l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du 23 juillet 2025. Les décisions prises évidemment par le maire dans le cadre de ces délégations, les conventions de mise à disposition en délibération, une convention de mise à disposition pour l'application de la lutte contre la cabanisation, un avis sur le projet de plan pluriannuel de la gestion de la demande d'information des demandeurs dans le PPG-DID, le rapport annuel 2024 de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, un point sur la solidarité avec les communes sinistrées de l'Aude, une convention avec l'Hérault THD pour le raccordement de l'ancienne trésorerie, avis d'extension donc pour Languedoc-Granulat que nous traiterons dans un instant, et enfin un AOT terrasse bar Le Lirou. Tout d'abord, je mets à votre approbation le procès-verbal du conseil municipal du 23 juillet et je recueille si vous avez des remarques ou des modifications à apporter à ce procès-verbal. Est-ce que c'est le cas? Non? Non, pas de modification au procès-verbal. Par contre, moi, je demanderai un retour, mais on le fera peut-être après dans le cadre de la question sur la vidéosurveillance, sur la tenue du dernier conseil municipal où j'étais absent et dont j'ai fait l'objet d'un lynchage. Donc, on n'en parle pas peut-être maintenant, mais on le reprendra plus tard. D'accord. Je demande un droit de réponse. Oui, non, bah ça, le droit de réponse, il est toujours possible. Surtout, c'est un point qu'on va reprendre tout à l'heure. Le droit de réponse, c'est pour être... Vous l'avez pas reçu le 23 juillet? On l'a pas mis le 23 juillet? Bon, on vous le transmet, alors on le validera la prochaine fois. Alors, dans les décisions du maire prises dans le cadre de ces délégations, alors, vous avez mis quelques détails donc, sur des engagements qui ont été pris et quelques devis qui sont en attente et sur lesquels donc, il y aura des réalisations prochaines.
Tout d'abord, le traitement de l'isolation du plafond de la bibliothèque. Donc, cela fait suite à l'incendie qui s'était passé à l'école primaire l'année dernière pendant la soirée d'Halloween. On a dû engager bien évidemment des travaux d'isolation pour un montant de 7 308 euros. Légalement, la trappe de l'ancienne trésorerie qui a fait l'objet de travaux, ceci dans le cadre des travaux de réhabilitation du bâtiment en logement et en locaux pour 1 595 euros. On a également dans le cadre du programme de voirie la place dite du marché, donc, qui a été refaite par l'entreprise Braja pour 15 796,80 euros. La Socotec, c'est la suite, là aussi, des problèmes de l'incendie concernant l'école primaire. Avec Acropose Urbain, cette fois-ci, ce sont des devis concernant donc des barrières de type jardinière, donc, qui sont en commande et qui permettront la délimitation de la terrasse du bar-brasserie. Nous l'avons aujourd'hui à l'ordre du jour, avec la société Abyss, qui est notre prestataire informatique, l'achat d'un PC portable pour l'école, pour un devis de 316,80 euros. Avec l'entreprise Senova, nous avons un devis sur une étude énergétique, notamment des chais techniques dans le cadre du programme VDA, Village d'avenir, pour les préétudes de transformation de déchets techniques en locaux multi-activités. Nous avons de la SOR un hydrocurage qui est en cours, en attente de date sur le pluvial, notamment devant la boucherie, c'est bien celui-ci, et c'est déjà fait. Saviem avec un traitement notamment pour un véhicule stationné sur la voirie publique et qui doit être déplacé vers la fourrière. Il s'agit d'un camion qui est là depuis un certain temps et qu'on considère comme un camion ventouse, donc qui fera l'objet, là aussi, on était obligé de faire un devis pour son déplacement, qui est évalué à 646,40 €. Avec la société Braja, nous allons engager dans le cadre du marché à bon de commande pour la voirie le traitement des 2 antennes de l'impasse du Gargaillol, avec notamment la reprise des pavés qui n'ont pas été traités dans le cadre du programme qui a été réalisé en 1997, village d'intérêt supérieur, où l'ensemble de villages avait été traité, et ces 2 antennes ne l'ont pas été. On n'a jamais su vraiment pourquoi, mais il est temps de le faire parce que c'est devenu un endroit quasiment insalubre au regard d'une population de pigeons de manière extrêmement importante, et on a évidemment l'impossibilité de pouvoir nettoyer cette rue puisqu'elle n'est pas pavée, et que ça commence à poser un problème sanitaire important, avec derrière quand même notamment l'arrière-boutique de la boulangerie. Bon, et les entrées aussi privées qui se retrouvent sur ces 2 antennes. Donc ça sera traité dans le cadre du marché à bon de commande pour un montant de 25 565 €. Avec la coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, la création d'alimentation pour les 2 appartements de l'ancienne trésorerie qui sont donc en cours de travaux. Et puis une recherche de fuite également que nous avons à traiter à l'ancienne trésorerie avant d'attaquer les travaux de rénovation. En ressources humaines, nous avons fait la signature d'un contrat d'apprentissage avec une jeune fille pour le service communication. En urbanisme, nous avons le renouvellement de la convention d'architecte conseil pour le mois de septembre à décembre pour un montant de 4 000 €. En marché public, nous avons la signature du marché travaux ancienne trésorerie pour un montant de 380 000 €. Et enfin, nous avons en travaux convention de modernisation des éclairages publics 2025, notamment avec le fond vert pour un montant de 4 229 €. Voilà pour la communication, sachant que il y a également, dans le cadre des délégations accordées au maire, de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Donc il y a dans ce domaine-là
Et dans le cadre de l'occupation du domaine public pour l'extension de terrasse du bar Brasserie Le Donjon sur la place du marché, donc nous avons été saisis d'une demande d'occupation du domaine public qui a été examinée par les services de la municipalité afin donc d'extendre cette terrasse pour permettre donc une activité supplémentaire en lien avec le bar brasserie, permettre une animation supplémentaire notamment sur la place de marché et apporter à notre commune une attractivité supplémentaire. Donc nous avons prévu de délimiter donc, cet espace en effet par des barrières qui sont en cours de commande, qui seront installées lorsque nous aurons fait les sondages nécessaires des sols pour permettre de les poser en toute sécurité. Donc nous attendons donc, le résultat de la DICT. La tarification, c'est la tarification qui est en vigueur dans les tarifs que nous avons dernièrement votés, avec une tarification de 20 € par mètre carré, qui a été proposée pour la redevance d'occupation du domaine public. La superficie d'extension étant de 83 mètres carrés, la redevance donc annuelle sera de 1 660 €. Nous précisons que cet accord est valable pour une durée d'1 an renouvelable sous réserve d'un nouvel examen par le conseil municipal. Et nous rappelons bien évidemment que l'occupant est chargé de respecter bien évidemment les normes et de sécurité, d'accessibilité et d'esthétique qui seront nécessaires à la bonne tenue de ce lieu. Concernant les concessions, cimetières, dossiers d'urbanisme, DIA et état civil, nous ferons un point à la prochaine séance du conseil municipal. Nous n'avons pas eu le temps de préparer les éléments. Voilà pour la communication que je viens de vous faire sur les décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations. J'écoute vos questions et remarques. Monsieur, non. Oui. Moi, Oui. j'ai trois questions concernant du coup ces délibérations, qui a été ces décisions, pardon. Notamment, je voulais savoir pour 15 600 € ce qui a pu être réalisé sur le boulodrome. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent du coup les travaux qui ont été réalisés? Moi, je ne suis pas là pour expliquer les détails des travaux, dans la technicité des travaux. Je crois que la réalisation elle est suffisamment visible et claire pour voir que, en effet, c'est ce qu'on appelle un bicouche qui a été posé sur le sol, avec tout d'abord remplissage de l'ensemble des ornières trous qui étaient béantes sur le boulodrome. Il a été également placé des cadres autour des platanes pour permettre davantage, je dirais, de respiration de la part des platanes, pour éviter d'encombrer davantage ces platanes avec des matériaux supplémentaires. Et donc c'est un système de bicouche avec des graviers colorés qui permettent quand même d'avoir quelque chose de beaucoup plus agréable. Voilà, c'est une opération qui est relativement simple, qui est quand même très peu coûteuse au regard, je dirais, de la qualité retrouvée sur cet espace public qui en avait bien besoin. Voilà ce que je peux en dire. Bon, je vous remercie pour la réponse. Moi, j'en ai un tout autre avis, puisque je n'ai pas l'impression qu'on voit la même chose avec le même regard. Mais je vous laisse à votre appréciation en ce sens. Ma deuxième question est concernant les 25 000 € pour le Gargayol. Je voulais savoir, ça concerne combien de mètres carrés pour 25 000 €? Est-ce que vous avez une réponse? Oui, on doit l'avoir dans les devis, bien évidemment. Est-ce que c'est 30, 40, 50 Après, vous pouvez toujours... je pense qu'on ne peut pas avoir un raisonnement, je dirais, aussi simpliste. Ces travaux nécessitent de la manutention, une manutention particulièrement délicate, puisque l'ensemble des matériaux doivent être cheminés bien évidemment à pied, voire à la brouette. Ou non, il y a des chargeurs maintenant électriques, mais en général, les entreprises spécialisées ont le matériel adéquat. Hein. Bon. Ça, on ne fait plus comme à l'ancienne, au Moyen-Âge. Monsieur Plat, vous êtes bien gentil, mais écoutez, moi je fais confiance à l'entreprise qui nous a transmis les devis, qui correspondent tout à fait. Nous sommes dans un marché à bon de commande. Donc c'est une... Non, ça me paraissait un peu une récurrence de TP Sonaire, mais... 32 mètres carrés, me dit-on. Combien vous dites? 32 mètres carrés. 32, oui. Donc du coup 833 € le mètre carré. Mais non, tout simplement, ça me semblait un peu important en termes de tarification. C'est de la pierre, hein? Oui, c'est de la pierre. C'est de la pierre, hein? 833 € le mètre carré. Je rappelle, 833 € le mètre carré. Oui, non mais d'accord. Je trouve que 25 000 €, étant donné qu'à un moment donné, je pense qu'en 2022, on en avait parlé, on avait des devis autour de 6. Je suis quand même étonné qu'on passe à 25 et qu'il y ait une récurrence à nouveau de TP Sonaire. Mais ce ne reste qu'une interrogation. Donc, et la dernière concernait les 4 000 € d'architecte conseil.
Du coup, ça concerne qui? Ça concerne l'architecte conseiller de la commune, Nicolas Garcia, qui déroule mois par mois son activité pour la commune en matière d'assistance sur l'ensemble des dossiers d'urbanisme qui sont portés par la commune. Très bien, merci. Alors, ceci étant fait, je crois que je vous ai tout présenté sur ce point. Alors, on va arriver justement... Ah, il y a une autre question, excuse-moi Jacques, je n'avais pas vu que tu avais levé la main. Tu n'as pas pris ton micro par contre. Tu as appuyé sur le côté d'abord? Ah, il faut éteindre. Ouais. Vas-y, ça doit être bon Jacques, vas-y. C'est bon. La trappe ancienne trésorerie, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une trappe en fait qui communique entre les deux bâtiments, l'ancienne poste et la trésorerie. Et donc on a dû intervenir parce qu'il y a eu des problèmes d'infiltration, de fuite. Voilà. Tout simplement, on est obligé d'intervenir parce que en fait, la plaque elle est sur la trésorerie, mais en fait elle communique avec la poste et on a eu des dégâts des eaux. Ah ouais, d'accord. Ok. Concernant la signature du marché travaux ancienne trésorerie, ça englobe quoi là? La totalité des travaux, qui est donc la réalisation de 2 logements sur la partie haute, d'environ 80 mètres carrés. J'avais présenté le dossier, il me semble, la dernière fois. Et en bas, excuse-moi, et les 3 logements, les 3 bureaux de service en bas, sur la partie basse donc, du bâtiment. Il y a 3 espaces qui seront des espaces commerciaux, de services. Ce n'est pas encore totalement arrêté. Les locaux sont prévus pour être extrêmement souples au regard de leur utilisation. Il y aura un appel à projet qui va être lancé là, très prochainement. Ah, d'accord. Il y a combien de lots prévus là? Là, il y a 3... Non, mais des lots de travaux. Ah, des lots de travaux. Vous savez pas? 11, 11 en gros, ouais. Il me semble qu'il y en a 11. Ouais. 11 lots, ouais. Ça va passer en mappin? Oui, c'est passé déjà? C'est passé, oui. Ah, d'accord. C'est passé quand, cet été? Oui, pendant l'été, oui. Ouais. D'accord. Ok. Pas d'autres questions sur c'est bon. Les décisions? Bien, alors je vous propose en première partie donc, des délibérations que nous allons présenter ce soir, un sujet donc, qui concerne l'extension de la carrière de Murles. On vous rappelez donc que j'ai été saisi donc, par la préfecture de l'Hérault afin que le conseil municipal des Mattel puisse formuler donc, un avis sur le renouvellement, l'extension d'exploitation de la carrière de Murles. Comme vous le savez, la carrière de Murles, donc il y a plusieurs communes qui sont concernées sur l'environnement direct de la carrière, notamment la commune de Saint-Gély-du-Fesque, la commune des Mattel, 7 communes, me dit-on. Il y a la commune de Violent-Laval, je suppose, Viol-le-Fort, les Mattel, Cazevieille et Combayou. Voilà les communes qui sont donc consultées donc, dans le cadre donc, de cette enquête publique. Alors l'enquête publique est en cours. Elle se termine au mois de novembre, 8 novembre. 12 novembre, mais il y aura une clôture peut-être un petit peu avant, si j'ai bien compris, avec des conclusions qui seront transmises. Donc le timing était pour nous idéal de pouvoir ce soir donc, faire une présentation au conseil municipal. Donc notamment donc, ce dossier a été bien évidemment soumis à divers organismes, notamment la MRAE, mais également la DDTM et la DREAL. Donc des DTM et DREAL qui ont donné un avis et à la MRAE qui a fait tout simplement, je dirais, des préconisations, des suggestions en tous les cas d'amélioration sur l'ensemble de la présentation de ce dossier. Donc je vous propose la présentation du dossier. On fera quelques échanges avec vous sur des questions, je dirais, majeures et principales. Puis après, on vous libérera et on pourra continuer au sein du Conseil à en discuter afin de proposer une délibération donc, faisant valoir donc, la position de la commune des Mattel sur le projet. Voilà, c'est tout bon. Gilles, je te laisse... Pardon ? Alors oui, on me dit qu'il faut que je lève la séance. C'est plus prudent de lever la séance. Je lève la séance donc pour le temps donc, de la présentation et on reprendra. On ouvre la séance, personne n'est parti pendant ce temps où on avait éteint la lumière.
Personne s'est endormi non plus, je suppose. Bon, voilà, donc bon, je remercie encore devant vous, donc Gilles Sass, directeur de la carrière, d'être venu faire cette présentation. Bon, c'est vrai que nous, quand on a reçu, donc, en effet, du préfet, donc, pour qu'on se positionne donc, sur l'avis, ça a été dit dans l'introduction, cette carrière, elle est sur la commune de Murles, mais malheureusement, c'est la commune des Matelles qui en souffre le plus. Et cela depuis quand même très longtemps, hein, puisque j'ai souvenir évidemment des années 95, ou même avant, mais bon, les années 95 particulièrement, où je sais que le conseil municipal s'était employé notamment sur la problématique qui était extrêmement forte de l'époque, qui était la traversée des poids lourds de notre village et qui nous perturbait vraiment beaucoup la quiétude et la sérénité du village des Matelles. Il a fallu quand même plusieurs années la réalisation du lien, pour le nommer, pour pouvoir enfin prendre les arrêtés nécessaires à la déviation des camions, qui étaient source de bruit, de pollution, de poussière, de désagréments. Donc je ne suis pas ici devant vous pour défendre le projet de carrière et pour dire que la carrière c'est parfait, c'est merveilleux et qu'on en est particulièrement satisfait. Elle est là, elle fait partie malheureusement du Périal. Les autorisations, c'est pas nous qui les avons données, je rappelle ici. Hein. La commune des Matelles va donner un avis, c'est pas nous qui allons bien évidemment donner la possibilité de suite ou pas de suite, je dirais, de ce qui nous a été présenté. C'est pour cela que bon, j'ai lu avec une attention particulière à la fois les remarques qui ont été faites par la mission régionale de l'autorité environnementale, MRAE, qui n'a pas en soi émis un avis, mais qui a par contre donné quelques préconisations, voire même quelques prescriptions, qui me paraissent absolument importantes pour la réalisation de ce projet, même si on a pu en voir aussi les recherches d'amélioration. Hein, c'est plutôt positif de ce côté-là, mais ça reste que l'activité même de la carrière reste quand même un petit problème. Il y a également deux avis qui ont été donnés, l'avis de la DDTM et l'avis de la DREAL. Pour fréquenter ces organismes de manière assez régulière, je peux vous dire que ce n'est pas des gens très courtois et qui ne font pas d'efforts. Hein, et si il y a des choses qui leur paraissent bien évidemment incompatibles dans certains domaines, ils en font acte. Alors, au regard de tout ça, j'ai ce soir à vous faire une lecture d'une proposition de délibération, puisque le fait, il faut que la commune donne un avis. Bon, je pense que l'avis était nécessaire de l'étayer. Je sais que certaines communes se sont contentées de phrases. Je pense que c'était important tout de même d'apporter quelques éléments. Donc je vais vous les soumettre à l'instant. On pourra bien évidemment amender cette délibération de vos remarques, qui seront bien évidemment ajoutées, et nous déciderons ensuite du sens de notre vote, par évidemment un vote pour, contre ou abstention sur cette délibération qui vous est présentée. Donc je rappelle que monsieur le maire a été sollicité par la préfecture de l'Hérault afin que le conseil municipal des Matelles puisse formuler un avis sur le renouvellement, extension, donc dossier conjoint, d'extension de la carrière de Murles. Monsieur le maire précise que l'avis qui nous est demandé a été soumis à divers organismes et fait l'objet d'une enquête publique. Le projet présenté ce jour au conseil municipal des Matelles vise à prolonger l'exploitation pour 30 ans, réduire la production annuelle, créer une unité de stockage des déchets inertes et étendre le périmètre de la carrière. La mission régionale d'autorité environnementale, MRAE, a communiqué ses recommandations que la commune des Matelles soutient, à savoir, au regard de la qualité de l'étude d'impact, de proposer des solutions de réduction des volumes de stériles produits, de démontrer que l'accueil d'inertes sur ce site dès la phase 1 d'exploitation constitue une solution de moindre impact environnemental par rapport à d'autres alternatives à étudier, et de justifier que la surface sollicitée pour l'extension est celle de moindre impact environnemental. Que l'activité de la carrière, le recyclage ISDI et le transport des matériaux par voie routière génèrent des émissions de gaz à effet de serre
qui ne peuvent être considérées comme négligeables. Nous suivons les recommandations de la MRAE qui propose des mesures opérationnelles d'évitement, de réduction, voire de compensation aux émissions totales de GES qui doivent être précisément réévaluées. Concernant les habitations du hameau de Galabert, de la Baraque et du Relais des Chênes, situées sur la commune d'Ématelles, la carrière est implantée en zone rurale. Les habitations sont donc isolées et les plus proches de la carrière. Elles sont distantes aujourd'hui d'1 kilomètre, c'est en tous les cas le cas du hameau de Galabert et peut-être plus près pour le hameau de la Baraque, ou pas loin. À l'est et au sud. Le projet d'extension les rapprochera donc à des limites du site, voire à 600 mètres. Nous portons donc une recommandation particulière sur toutes les nuisances occasionnées par l'extension du site qui le rapproche des premières habitations. Concernant l'environnement, nous prenons en considération les préconisations de la MRE qui recommande d'évaluer l'impact paysager du défrichement sur les 15 premières années et l'importance de bien conduire les interventions de défrichement, de débroussaillement réglementaire et leur entretien de manière à limiter les impacts du projet sur près de 50 hectares. Nous souhaitons que ces interventions fassent l'objet d'engagements précis par le maître d'ouvrage retranscrits dans l'arrêté d'autorisation, à savoir les mesures compensatoires ainsi que les protocoles des suivis écologiques. Nous souhaitons des précisions sur les modalités de suivi des eaux superficielles, infiltration des bassins, déboueurs et sur la mise en conformité du forage existant, sachant que le forage, il est sur la commune de Murles, mais en lien direct avec le forage d'Ématelles. Nous souhaitons une vigilance particulière sur les consommations d'eau de forage et que des mesures de sobriété soient mises en œuvre pour prendre en compte les effets du changement climatique et l'engagement de la commune d'Ématelles à s'inscrire pour la motion du 19 septembre 2023 déclarant l'état d'urgence écologique du territoire du Grand Pic Saint-Loup. Pour la sérénité et la tranquillité des proches riverains, nous souhaitons que des précisions soient prises sur la fréquence des tirs de mines, la localisation du point de mesure des vibrations, la fréquence des mesures et l'évaluation des effets potentiels des vibrations en fonction de l'évaluation de la nature du matériau à utiliser. Une vigilance est nécessaire sur l'empoussièrement issu de la verse et de l'installation de traitement sous les vents dominants. Comme la MRAE, la municipalité d'Ématelles souhaite une traduction des intentions de réduction du trafic des poids lourds affichées dans l'étude d'impact en mesures opérationnelles. Pour la remise en état du site, dont le comblement de la fosse, la municipalité d'Ématelles souhaite connaître les volumes et la provenance des terres qui permettront une végétalisation. En conclusion, le conseil municipal d'Ématelles souhaite des améliorations dans la conception du projet afin de limiter les impacts environnementaux et sociaux. Voilà ce que je propose comme délibération du conseil municipal. Bien évidemment, on doit donner un avis. La délibération est une chose, mais on doit donner un avis. Il peut être un avis positif avec les recommandations que je viens de vous donner. Ça peut être aussi un avis négatif ou tout simplement une abstention à cette proposition. Je pouvais peut-être ajouter, puisqu'on en a parlé, l'avis de la DDTM qui dit qu'une clarification apparaît nécessaire concernant le fonctionnement hydraulique global du dispositif et en particulier sur l'articulation des bassins projetés. C'est surtout le point sur lequel la DDTM a le plus travaillé et notamment elle a observé la remarque que pour l'instant le PLU de Murles n'est pas compatible avec le projet d'agrandissement de la commune. Donc il y a notamment là à faire un travail sur le PLU. Avis de l'Adréal qui a mis un avis favorable à la réalisation et qui demande toutefois que le porteur de projet veille au strict respect des prescriptions émises par les hydrogéologues du bureau d'études de Berja afin de garantir la protection de la ressource en eau. Et bien évidemment de veiller au respect rigoureux des exigences de qualité applicables aux matériaux stockés sur le site. Voilà pour les informations que je souhaitais vous donner. Si vous souhaitez encore réagir, je veux bien encore accepter une ou deux réactions.
Sinon, je vous propose tout simplement de voter. Est-ce que la délibération, le contenu de la délibération vous paraît correspondre, je dirais, aux différentes remarques qui viennent d'être faites en direct avec la présence de l'entreprise qui est venue nous présenter ce projet? Moi, j'insisterai sur le fait que des mesures d'empoussièrement supplémentaires doivent être réalisées. Un contrôle de la qualité de l'eau, là, parce que moi, je ne suis pas persuadé par ce qu'il nous dit que parce qu'on sera à 30 mètres, ça ne pénétrera pas dans les eaux et ça ne polluera pas les eaux qui descendent sur les matels. Et ensuite, les eaux d'infiltration, une fois qu'ils auront poussé cette terre-là qu'ils appellent stérile, c'est pas fertile, à contrario. Donc, moi, je veux bien entendre que c'est le nouveau engrais le plus fertile possible, mais non. Donc, ça va s'infiltrer et ça, avec les eaux de ruissellement, là, ça va descendre, puisque il faut pas avoir fait Saint-Cyr là pour le savoir. C'est en hauteur, le village est en contrebas. Donc, moi, pour des inquiétudes des Mathelois de santé publique, je ne suis pas favorable à cela. Mais par contre, j'aimerais que ces précisions soient renseignées. Moi, je pense qu'on peut amender la délibération. Ce sont des points que j'ai évoqués d'une autre manière sur la délibération. On intégrera bien évidemment ces vigilances qui me paraissent tout à fait importantes, je dirais, pour la suite de ce dossier. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, je mets au vote qui est contre donc, ce projet donc, d'extension de carrière. Une voix. Qui est pour? Enfin, qui s'abstient, pardon? Pardon? Moi, je ah, pardon, excusez-moi, mais moi, si tu prends pas le micro, je peux pas le voir. Ça y est, je l'ai pris. Voilà. Monsieur le maire, moi, en fait, je voudrais savoir si je vote pour l'extension de la carrière ou pour la délibération, quoi. Alors, voilà. bien évidemment, le vote doit prendre en considération la délibération, c'est-à-dire on vote avec les recommandations de la délibération que je viens de vous présenter. Donc, c'est pas un vote sans justification, au contraire. C'est qu'on dit oui, mais à condition de... voilà, et on a fixé nos conditions. Voilà pour le vote, si c'est clair. Merci. Donc j'ai noté un vote contre. J'étais aux abstentions. Combien y a-t-il d'abstentions? Ça fait 1, 2, 3... oui, 4, pardon, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 abstentions. Et donc pour les votes favorables... Linda, elle n'a pas donné de consigne de vote. Tu votes pour elle? Abstention. Voilà. Alors ensuite, je vais dérouler le point suivant qui est la convention de la communauté de communes pour la mise à disposition notamment de moyens pour l'application de la lutte contre la cabanisation. Alors, comme vous le savez, donc, notre commune a adhéré il y a très peu de temps à la charte départementale de la lutte contre la cabanisation. Je rappelle que l'ensemble des communes de nos territoires sont confrontées à un nombre croissant de construction, d'occupation illégale, notamment par différentes choses qui poussent ça et là sur certains terrains, notamment des chalets, des mobil-homes, des caravanes, qui sont parfois constatés sur des terres agricoles et naturelles et qui font donc l'objet d'une infraction au code et aux règles de l'urbanisme. Donc là, en effet, nous avons cette charte départementale. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre les moyens qui sont nécessaires pour pouvoir contrôler l'ensemble de ces infractions. Et donc, nous proposons, en lien avec l'intercommunalité et notamment avec le service qui est en charge aujourd'hui de la gestion des droits des sols, de pouvoir rendre applicable cette lutte contre la cabanisation. Alors, il s'agit aujourd'hui de m'autoriser à signer une convention avec la communauté de communes, de manière à pouvoir exercer sur notre territoire une vigilance constante donc sur l'ensemble de ces désagréments et surtout de pouvoir avoir à nos côtés des agents assermentés agissant rapidement en cas d'infraction.
La difficulté majeure qu'il y a pour ce type de problème, c'est que bien souvent, la rapidité du constat des infractions ne se fait pas assez rapidement et du coup, on tombe souvent dans des mesures de prescription, ce qui est dommage quand même parce que c'est quand même des irrégularités qui sont quand même importantes. Pour cela, le service des gardes champêtres de la communauté de communes, qui sont aujourd'hui composés de 2 gardes champêtres qui monteront certainement en compétence à 3 sur le prochain exercice de 2026, sont bien évidemment présents à nos côtés pour pouvoir réaliser ces constats et réaliser l'ensemble des PV qui sont nécessaires pour nous permettre donc de régulariser ces problèmes. Donc derrière, nous avons des leviers, des outils que nous allons activer, permettant bien évidemment l'interruption des travaux lorsque nous sommes en amont, je dirais, des constructions illégales, mais également des choses qui peuvent être notamment faites sur des refus de raccordement de réseau ou autres. Voilà ce que je voulais, je crois, vous dire. Nous avons, la Convention nous engage à dresser annuellement un bilan des actions et des procédures qui ont été engagées par la commune et elles seront transmises notamment au service de l'État, la DDTM et la préfecture pour un suivi des actions qui sont menées. Voilà. Donc nous devons également avoir un support de communication et d'information sur en effet ces sanctions qui sont encourues pour toute construction illégale et toutes les infractions aux règles d'urbanisme. Voilà pour les explications d'usage. Oui. Qu'est-ce qu'elle vient renforcer en fait par rapport à la précédente délibération? Moi, c'est ça qui me. La délibération précédente, elle est avec les services de l'État. Celle-ci, elle est avec la communauté de communes sur les moyens mis en œuvre. On n'a pas, nous, par exemple, de police municipale. Oui. Donc là, dans le cas aujourd'hui des interventions, c'est que le maire qui peut aujourd'hui intervenir sur site pour réguler ces constructions qui sont parfois des situations qui sont quand même délicates. Je n'ai déjà assisté à plusieurs. Je vous avoue que ce n'est pas toujours très simple. Et en plus, il y a quand même une procédure particulière qu'il faut maîtriser. Les gardes champêtres qui ont été recrutés à la communauté de communes sont justement habilités et là pour ça. Donc on a créé une convention. Voilà, le but, c'est de créer une convention pour avoir ces moyens à disposition des communes. D'accord. Est-ce qu'on a des cas sur la commune? Des cas, oui. D'accord. Oui, il y a des cas. Oui, il y en a partout. Oui, il y en a chez nous. Pas d'autres questions. Je mets au vote donc cette proposition donc que je puisse engager donc la signature de cette convention visant donc à collaborer pleinement donc sur la lutte contre la cabanisation. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc c'est voté, je vous remercie. Ensuite, convention de la communauté de communes. Un avis sur le projet de plan partenarial de la gestion de la demande d'information des demandeurs. On me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, vous rappelez quand même qu'il y a plusieurs lois successives qui ont été organisées depuis 2014, notamment sur le système d'attribution des logements sociaux. Bon, vous le verrez après dans mon propos linéaire que la commune d'Ematel n'est pour l'instant pas concernée par ce sujet, mais la délibération concerne l'ensemble des communes du territoire du Grand Pic Saint-Loup et nous avons à délibérer sur cette convention. Tout d'abord, vous rappelez les lois qui donnent accès aux logements sociaux avec la loi de mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové avec la loi Allure. La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, c'était la loi Lamy. La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, LEC. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement et l'aménagement et du numérique, c'est la loi Élan. Et la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification à l'action publique locale. C'est ce qu'on appelle la loi 3DS. Alors, les établissements publics intercommunaux donc, ont désormais un rôle central dans le domaine des politiques de l'habitat. Vous l'avez vu avec le PLH.
Mais là également aujourd'hui, l'obligation, et elle a créé depuis le 7 juin 2024 sa conférence intercommunale du logement, plus appelée CIL, C-I-L. Il s'agit d'une instance partenariale qui est coprésidée par le président de l'EPCI et l'État. Et elle y réunit l'ensemble des maires des communes de l'EPCI, les bailleurs sociaux et les réservateurs de logements, les associations de locataires et l'ensemble des organismes d'insertion ou de défense des personnes en situation d'exclusion, notamment par le logement. Alors, depuis l'installation de cette CIL, on a fait déjà 2 réunions de la CIL. Donc elle a été bien évidemment chargée des modalités d'organisation sur le territoire. Elle est surtout chargée de gérer ces demandes de logements sociaux. Il faut savoir que les demandes aujourd'hui arrivent en pluie, un peu dans tous les sens, et qu'il est bien aujourd'hui difficile d'y donner un peu d'ordre. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs classifications de logements de communes par rapport au logement social. Il y a en fait 4 niveaux qui ont été identifiés. Alors il y a tout d'abord les communes sans parc social, qui sont les communes qui relèvent du niveau 1. C'est le cas de la commune des Matelles. Ce n'est pas la seule. Il y a également la commune sur notre territoire du Grand Pic Saint-Loup, d'Assas, du Cos de la Selle, de Cazevieille, Ferrières-les-Verreries, Fontanès, Guzargues, Le Triadou, donc les Matelles, Mas de Londres, Murles, Notre-Dame de Londres, Péguerolles de Buège, Rouet, Saint-André de Buège, Saint-Bosile de Montmel, Saint-Hilaire de Beauvoir, Saint-Jean de Cucul, Sainte-Croix de Quintillac, Sauterrac, Vaquières et Violent-Laval. Donc vous voyez qu'une grande partie des communes de la commune du Grand Pic Saint-Loup sont donc dans cette classification de niveau 1 sans parc social. Les communes avec parc social qui relèvent du niveau 2 sur la commune, alors c'est pas toujours proportionnel à la taille, hein. Vous avez Busignargues, qui n'est pas une très grosse commune, Saint-Vincent de Barbérargues, Claret, Viol-le-Fort, Saint-Jean de Saint-Jean de Buège, Combaillot et Valflonès. Et puis vous avez le niveau 3 avec Saint-Mathieu de Traviès, Saint-Martin de Londres, Vaillocès, Saint-Gilles-du-Fesque, Saint-Clément de Rivière et Téhéran. Voilà pour la classification qui nous concerne et qui concerne notre territoire. Il s'agit donc, ce processus, de travailler sur les modalités de la gestion partagée des demandes de logement social. La communauté de communes donc, doit jouer un rôle centralisateur de l'ensemble des demandes et donc doit, en lien avec la préfecture, donc, faire des clés de répartition qui n'existaient pas un peu avant, où c'était fait un petit peu, on va dire, un petit peu de manière désorganisée, on va dire. Donc ça permettra ainsi de mieux organiser, on va dire, la répartition des logements sociaux sur le territoire. Voilà, il y a forcément un dispositif de pilotage, un outil de cotation aussi, puisque bon, quand les demandes arrivent, il faut arriver à les coter en fonction d'eux. Voilà, bon, c'est quand même quelque chose d'un peu complexe, un peu compliqué, mais voilà, c'est nécessaire. Et donc, même si nous sommes en catégorie 1 et pas concernés, je propose que la commune des Matelles puisse donner donc un avis favorable à ce dispositif de PPGDS pour donc mieux piloter et évaluer donc l'ensemble des besoins en logements dits sociaux. Alors, des interventions. On sera pas concerné, on n'est pas concerné actuellement, mais bientôt concerné, non? Pour les logements qui vont se faire. Non, c'est pas des logements. C'est pas des logements. Ils sont pas considérés comme logements sociaux. Ah d'accord. Non. Ok. J'ai un doute sur le triado aussi. C'est dans la délibération du conseil communautaire. Je pense que si, mais je pense qu'il y en a eu de faits, pas récemment, hein, mais qui ont été faits il y a quelques années. Ouais. Mais ils sont dans le pacte. D'accord. Ils sont dedans. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres Oui. Oui, et du coup, bon, moi pareil, en projection, imaginons du coup qu'on ait des logements qui soient à vocation sociale. Du coup, on perdrait la main sur le pilotage et l'attribution
Alors, c'est pas une question de perte de pilotage, puisque la commune fait partie du dispositif d'attribution. Oui, mais ça serait piloté et par que- l'Interco, du coup. De toute façon, c'est déjà plus la commune, c'est pas la commune qui attribue les logements sociaux, hein. Ça, il faut que vous en soyez certains et rassurés. Mais C'est quel pas est la l'objet de la commune. délibération, alors, si c'est... Aujourd'hui, ce sont les organismes sociaux, la préfecture et certains autres organismes, notamment le département de l'Hérault, qui aujourd'hui a la main sur les logements sociaux qui sont produits. Au contraire, on essaye de ramener les choses et au travers de cette commission, de ramener ça à l'échelle d'un territoire, de ramener ça à l'échelle d'une communauté de communes. Ça nous permet bien évidemment d'avoir un lien direct avec les maires. Ce que malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui sur l'affectation des logements sociaux, où les maires ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à garder un certain nombre de logements sociaux sur des opérations. Alors tout dépend de l'opération. Quand il y en a 3, Ouais, je suis la- quand même étonné parce que certaines communes gardent la main avec une gestion communale et donc du coup on Non, mais passerait à on un peut- levier supérieur avec une gestion intercommunale. non, il ne peut pas y avoir cette affirmation. Ce ne sont pas les maires, je le répète, qui maîtrisent l'affectation des trucs. C'est parce que les organismes de logements sociaux ne prennent pas leur part et redonnent à la commune la part de logements sociaux qui pourrait leur revenir. Ça peut être un désaccord entre la commune et l'opérateur, mais ce n'est pas le maire qui décide de prendre les logements sociaux sous sa coupe et de décider de qui va pouvoir en bénéficier. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ouais, je Voilà. reste perplexe. Moi, je Mais vois- le maire, je bien vois que c'est- évidemment, a quand même l'autorité pour pouvoir exiger dans une opération de logement social, avant même qu'il la lance, il va bien évidemment faire en sorte de pouvoir, quand on lance une opération de logement social sur une commune, c'est en priorité pour y loger les habitants de la commune qui ont les besoins les plus importants. Oui et non, parce que comme vous l'avez dit, c'est des critères de cotation et donc oui et non. Ils existent déjà, les critères. Oui, justement. Et ils ne permettent pas de garder les jeunes du village. Je suis désolé, en application, ça se voit hein, de toute façon. Bah, je suis pas sûr. Je suis Si, pas parce sûr. que ce sont Non, des moi, critères je suis de pas- ressources, je pense de pas que c'est nombre du- d'enfants, de situation familiale, famille isolée, etc. Donc, non, je vous assure qu'on ne garde pas les enfants. Bon, Mais c'est- peu importe. Après, le logement social doit répondre à certains critères, hein, bien évidemment. Il faut aussi qu'il soit rempli. On ne fait pas le logement social et on ne va pas donner un T4 à une personne qui n'a pas de besoin, qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'enfants, qui a des gros revenus et qui truc. Bien évidemment. Le logement social rentre dans une catégorie déjà. Vous rentrez dans une catégorie, vous êtes éligible ou pas au logement social. Je rappelle ici qu'il y a dans l'Hérault pratiquement 70 à 80% des familles qui peuvent prétendre aujourd'hui au logement social. Il ne faut pas non plus derrière le logement social voir toujours la bête noire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, et notamment dans notre village des Matelles, beaucoup de jeunes avec enfants qui seraient bien contents et bien heureux aujourd'hui de pouvoir bénéficier d'un logement social. J'ai pas entendu la même chose de ces jeunes. Je pense qu'ils souhaiteraient plutôt accéder à la propriété en les aidant plutôt que d'avoir des logements sociaux. Et ils savent très bien qu'ils rentreront jamais dans les critères. Alors, c'est pas le même sujet, hein. Il y a des Oui, formules. mais ils attendent Non, plus non, non, ça. mais Ils attendent plus ça par il de faut la pas mélanger les primo-accession, choses. par de la location vente que ce type de logements sociaux. Oui, Enfin, moi je ne voilà. parle pas forcément de ça, mais ceux qui peuvent prétendre à la propriété ont forcément des niveaux qui sont supérieurs en matière Non. de revenus. Et il y a aujourd'hui des formules pour l'accession à la propriété qui ne sont pas de cette nature du logement social, puisque là on parle de location. Oui, aujourd'hui, pour l'accession à la propriété, il y a des dispositifs qui existent. On aura certainement l'occasion d'en parler. On en parlera notamment quand on abordera les sujets de la révision du PLU et les opérations d'aménagement. Mais en effet, aujourd'hui, il y a des solutions. Mais il faut des revenus, hein, sinon ça ne marche pas. Ça dépend. Si c'est un bail avec option d'achat, il ne faut pas de revenus. Il faut la même chose que quiconque va régler un loyer. Je viens de dire qu'il y a des solutions. Bah oui, Il n'y moi en avait aussi. pas. Je le Et ce confirme. n'est en pas effet, l'objet mais de c'est la pas une délibération qu'on propose aujourd'hui. Je Oui. vous parle du logement social et je vous parle des Tout à fait, mais méthodes, je- tout simplement pour pouvoir le gérer au Oui, mieux. oui, j'insiste juste sur le fait que les critères d'attribution des logements sociaux ne sont pas ceux évoqués initialement quand vous l'avez indiqué. Les jeunes ne pourront pas y prétendre et je l'assure. Voilà. Eh bien, ça, c'est Je votre conclus point de là-dessus. vue, ce Bah, n'est c'est- pas le mien. C'est la pratique. Hein. Je reviens sur les appartements de l'ancienne perception. Là. Ils ont été déclarés comme quoi, ces appartements? C'est du logement, c'est du logement qu'on appelle aidé en fait. Hein. C'est pas, il rentre pas dans la catégorie même. Voilà, c'est pas du D'accord. logement social. Au niveau des, Voilà. des On demandes- a reçu, on a des aides notamment sur l'investissement hein, par rapport à ça. On rentre dans une catégorie, dans une niche qui
qui est en dessous du logement social. Alors, D'accord. on n'a pas besoin de le déclarer en logement social. D'accord, ça n'a pas été déclaré comme social, d'accord. Ok, mais on parlait des enfants, mais il peut y avoir des personnes âgées aussi, hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui, et beaucoup plus qu'on ne le pense d'ailleurs. Ouais. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Parce que les gérer les propriétés, même je dirais, quand on commence à prendre de l'âge, c'est aussi un sujet aujourd'hui qu'il faut traiter. Là, les 2 logements là, qui vont naître là, ont pour vocation de conserver des gens du village. Bien sûr. Hein, les critères seront ceux-là, les Mais premiers. bien sûr, mais on fera un appel, bien évidemment, par les moyens de communication interne, et bien évidemment, la priorité sera donnée aux ménages des matels. On Bien l'espère. évidemment, c'est On pour eux qu'on les fait, hein, c'est pas pour les autres. On l'espère. Voilà. Pas d'autres interventions, donc je mets au vote donc ce sujet, cette proposition là pour donc la mise en œuvre du PPG DID en lien donc avec la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Une. Alors, ce soir vous êtes gâtés, hein. Vous êtes contents. Rapport d'activité de la communauté de communes. Vous voulez passer combien de temps? Vous l'avez reçu. Bon, vous l'avez vu, il est très complet. Bon, c'est l'activité de 2014. Ce que je peux vous dire que l'année 2024, pardon. Excusez-moi, je veux me rajeunir un peu. C'est des années que j'ai bien aimé, ça, 2014. Particulièrement, bon, ça a été la mise en place de la régie. Elle avait toute la préparation des services, donc pour l'accueil de la régie de l'eau qui a suscité quand même beaucoup de travail au sein de l'Interco, notamment pour les services qui ont dû s'en charger avec un tournant quand même assez stratégique sur la gestion publique de la qualité de cette ressource. On a également monté un petit peu en puissance sur les relations et notamment sur les sujets de la mutualisation avec les communes membres pour essayer de faciliter, d'améliorer un petit peu le travail des communes, puisque bon, on se rend compte que les communes aujourd'hui sont quand même de plus en plus confrontées à des problématiques qui sont des différents ordres, mais notamment juridiques, et qu'il y a beaucoup d'accompagnement à faire. Également sur les problèmes de personnel, avec des absences, notamment sur parfois des secrétariats généraux de mairie, ou bien des comptables, ou bien des gens un peu spécialisés dans d'autres domaines, et avec des remplacements quasi impossibles au pied levé. Donc on a créé là aussi un service avec des agents qui sont aujourd'hui en capacité de pouvoir venir renforcer les équipes au besoin. Et puis on a poursuivi, je dirais d'une manière générale, l'ensemble des actions de la communauté de communes, à la fois culturelles, sportives, mais évidemment les politiques jeunesse. Et puis bien maintenant le travail que nous faisons en permanence sur l'aménagement du territoire, avec le travail autour du SCOT, le travail que nous apportons aussi aux communes pour la gestion des documents d'urbanisme, et puis également la création d'une commission d'accessibilité aussi qui a été créée, le CIL, qui a permis bien évidemment d'apporter un regard beaucoup plus important et pointu sur les sujets des mobilités au travers donc ce sujet que vous connaissez, qui est particulièrement difficile et sur lequel on a un plan de travail qui est extrêmement important. Sachez que maintenant, toutes les instructions de permis, de documents d'urbanisme et autres se font avec la CIL, qui apporte évidemment des éléments concernant l'accessibilité. Peut-être vous donner quelques éléments chiffrés en termes budgétaires. Je crois qu'il y a ça pas loin. Voilà, pour vous donner une idée, hein, sur 100 € dépensés aujourd'hui, 7 € pour la petite enfance, l'action sociale, 5 € pour le sport et la jeunesse, 2 € pour le tourisme, 37 € pour l'eau et l'assainissement, 6 € pour la culture,
13 € pour le développement économique, 25 € pour la collecte et traitement des déchets et 5 € pour l'agriculture et l'aménagement urbain. Voilà, donc on voit que le poste notamment de l'eau et de l'assainissement a pris des proportions assez importantes et que ça ne va pas diminuer dans les années à venir. Et les déchets, entre l'eau, l'assainissement et les déchets, vous êtes à plus de 50% aujourd'hui des budgets de l'intercommunalité, avec en troisième position donc le développement économique avec l'entretien, l'aménagement et la gestion des zones d'activité. Voilà, peut-être vous donner une idée du nombre d'agents que nous avons à la collectivité. On est à 200... Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise? Non? Ah, non, c'est un peu plus. Ouais, c'est un peu plus, voilà. Voilà, donc voilà, je ne vais pas vous détailler tout le rapport, hein. Je devais vous en faire part de manière à ce qu'on puisse prendre acte. Donc si vous en êtes d'accord et si ça vous suffit, mais si vous voulez que j'aille plus loin, il n'y a pas de problème, j'ai tout mon temps. Je peux aller au bout du rapport. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous y avez des questions ou des remarques? Non, donc je vous remercie de bien vouloir prendre acte donc de cette présentation du rapport de la communauté de communes 2024. Ensuite, j'ai un point concernant la solidarité avec les communes sinistrées. Ah, pardon. Oui, bon, non, on prend acte, mais bon, on peut voter. Hein. Qui est contre la présentation de ce rapport? Qui s'abstient? Bon, généralement, quand on prend. Vous vous abstenez sur le rapport de la Comcom? Bah oui, bah si vous voulez. Allez, 4. Solidarité avec les communes sinistrées de l'Aude. Bon, on a été saisi par l'intermédiaire de l'association des maires de l'Hérault en lien avec l'association des maires de l'Aude. Donc pour contribuer à un fonds de solidarité pour venir accompagner donc, ces communes qui ont été sinistrées, notamment avec 17 000 hectares de forêt qui ont été dévastés dans ce département. Je suis passé la semaine dernière en allant à Toulouse. Ça fait peur un peu. Hein. Voilà, donc bon, moi je vous propose de voter un don qu'on pourrait donc verser à l'association des maires de l'Aude via l'association des maires de l'Hérault. Et je vous propose de verser un don de 1 000 € donc pour la commune d'Ématel pour montrer notre soutien à ces communes sinistrées. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point, des remarques? Non. Je vais mettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci pour eux. 1 000 €, ça paraît pas beaucoup, mais à l'échelle du territoire, ramené à l'euro habitant, multiplié par le nombre d'habitants qu'il y a dans l'Hérault, un truc, bon, ça peut les aider, je l'espère, en tous les cas, à intervenir dans quelques domaines. Ensuite, convention avec Hérault THD pour le raccordement de l'ancienne trésorerie. Donc, il s'agit de la fibre. Donc, nous devons en effet passer la fibre donc, dans le bâtiment pour notamment ensuite pour qu'elle soit à disposition à la fois des locaux commerciaux ou de services et les logements. Donc, il s'agit tout simplement de signer la convention qui va permettre donc avec Hérault THR donc, pour permettre donc cette réalisation. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. L'AOT de terrasse du bar, donc ça vient finaliser en fait ce que l'on a vu précédemment sur l'autorisation que nous donnons donc au bar d'exploiter cette terrasse. Donc il s'agit tout simplement maintenant de signer la convention concernant l'autorisation d'occupation du domaine public proposée donc pour l'occupation donc par le bar restaurant Le Donjon d'une partie donc de la place de la mairie et donc de désigner bien évidemment l'ensemble des obligations réciproques entre les deux parties. Et donc de proposer, puisque ça a été présenté tout à l'heure, la contrepartie de l'AOT moyennant donc une redevance annuelle de 1 660 € pour l'occupation du domaine public.
a-t-il des questions? Pas de questions, je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui, ah pardon, excuse-moi, Émilie. Ton micro, si tu veux bien, Émilie, merci. Il faudrait que tu précises au Conseil qu'il n'y a pas eu de mise en concurrence, puisque ça faisait partie des exceptions prévues par le Code général. Mais tu le dis tellement bien, Émilie. Non, mais Oui, oui, en effet. Oui, puisque bon, vous avez bien compris que c'est dans la poursuite et la continuité de l'exploitation existante du bar brasserie. Donc, on n'a pas mis en concurrence l'extension de la terrasse. Bon, qui serait un comble de la bêtise. Imaginons que la terrasse ne soit pas attenante. Je vois pas trop comment elle pourrait fonctionner d'ailleurs. Mais bon, c'est ainsi fait, hein. Les juristes nous rappellent les bonnes pratiques. Merci, Émilie, de l'avoir fait. Est-ce qu'il y a une intervention? Ça a donné envie à M. Michaud de réagir. Oui, une question sur le fait, qu'est-ce qui s'est passé avant en fait? C'est-à-dire que, puisque la terrasse, elle est installée depuis un moment, donc là on vote a posteriori, qu'est-ce Oui. qui s'est passé? On a testé. D'accord. On a testé tout d'abord parce qu'on voulait d'abord voir quel intérêt ça pouvait avoir. Donc on a attendu un petit peu parce qu'on était dans une saison, voilà, tout le monde le sait que l'été c'est toujours un peu, mais bon, on a quand même pas mal réfléchi quand même à ça, savoir si on faisait du saisonnier ou pas. Donc il y a beaucoup de réflexions qui ont été menées pendant ce temps. Ça nous a permis aussi de décider de délimiter le périmètre de la terrasse et de la délimiter également physiquement. Donc ça, c'est des éléments qu'on a apportés complémentaires. Et également de libérer une partie du stationnement qui est actuellement, vous l'avez vu, on a arrêté le stationnement devant parce que on s'est rendu compte quand même que le départ des véhicules au moment des repas, c'était quand même pas très bon sur le plan de santé publique. Donc on a isolé donc en effet cette partie-là et finalement on a recréé un petit espace qui est plutôt apprécié, je dirais, par les personnes qui déjeunent. Et de plus, ça nous a permis de lutter contre les véhicules qui venaient se coller et se poser de manière assez régulière contre les escaliers, occasionnant bien évidemment des désagréments et des chutes possibles pour ceux qui empruntaient les escaliers. Donc ça a été un cheminement. Voilà. Donc on est prêt là maintenant et on a toutes les informations. On a verrouillé également sur le plan juridique, vous l'avez vu avec l'intervention d'Émilie. Donc voilà, maintenant on est prêt, c'est pour ça qu'on passe aujourd'hui cette délibération. Est-ce que le commerçant a payé entre l'installation et ce qui va être acté maintenant? Non, pour l'instant, on ne l'a pas fait payer. On va voir. Donc là, maintenant qu'on a mis en place ce truc, on va faire un rappel, bien évidemment, sur le temps qu'il a occupé la terrasse. Sachant que vous l'avez vu, on n'est pas sur une redevance énorme, puisqu'on n'avait pas de cas similaires précédemment, donc on n'avait pas évalué les tarifs de manière assez importante. Vous avez vu que ce n'est pas une somme qui va l'embarrasser. Comment vous allez le matérialiser du coup? C'est arrêté? Parce que là, jusqu'à présent, là, c'est quoi? C'est des barrières de chantier? Oui, ou non, vous allez faire quelque chose de c'est plus pas des propre? barrières de chantier. Je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, dans l'annonce que j'ai faite sur les décisions et les devis qui sont signés, ce sont des barrières avec la possibilité d'y installer des jardinières de fleurs, de manière à ce que ce soit un endroit qui soit agréable et où on puisse être mangé tranquille sans être forcément au regard de tout le monde. Elles seront amovibles, ces barrières? Oui, amovibles, démontables entièrement au cas pour toutes les fêtes qui nécessiteront une occupation totale de l'espace public. Ok. Je mets au vote donc... Ah, excuse-moi, oui, vas-y, je t'en prie. J'espère que ces barrières fleuries seront fleuries, quoi. Comme le reste, alors, pas comme le reste plutôt. Oui, mais bon, mon cher Jacques, aujourd'hui de fleurir les villages, c'est pas chose facile. Je sais. Le bar était chargé de fleurir et d'entretenir. Bon, ils l'ont pas très bien fait. Bon, on va essayer d'améliorer ça avec eux. Ça va faire partie un peu des discussions qu'on va mener. J'aimerais bien qu'ils prennent en charge, je dirais, l'entretien de ces bacs. C'est la moindre des choses, hein. On est d'accord. Pas d'autres interventions. Je mets au vote cette proposition. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté. Merci. Ensuite, modification de l'article 8 du règlement intérieur de l'accueil de loisirs périscolaires. Est-ce que Faustine veut nous le présenter?
Oui. Oui, pas de souci. Donc, Monsieur le maire rappelle que l'article 9 du règlement intérieur de l'accueil des loisirs sans hébergement, la tribu, à ce jour, ne permettait pas aux enfants de pouvoir quitter le périscolaire, particulièrement sur le temps méridien. On a du coup proposé, après concertation avec les directrices des 2 écoles, de voir avec notre équipe du périscolaire comment on pouvait répondre aux interrogations et aux demandes de parents. En fait, c'est parti des demandes un peu particulières sur des suivis médicaux d'enfants ou un peu contraintes de répondre au seul créneau qui leur a été proposé pour le suivi médical de leurs enfants. Donc on a essayé de pouvoir y répondre favorablement, toujours en lien avec les directrices. Donc c'est pour ça qu'on va apporter ce petit changement. Par exemple, l'idée c'est de pouvoir permettre aux parents de pouvoir récupérer leurs enfants à midi ou 11h55 en fonction de la sortie, et de ramener leurs enfants jusqu'à 13h40 sur le temps méridien. L'idée, c'est que, bien évidemment, on rappelle aussi aux parents que l'école est obligatoire, donc si on peut ramener les enfants l'après-midi à l'école, c'est encore mieux. Il y aura une demande de décharge au niveau des parents pour les sorties. Et ensuite, sur le temps périscolaire, puisque nous, notre réflexion était venue sur les mercredis et le centre aéré, effectivement, c'était, les enfants pourront être récupérés, par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple, un rendez-vous à 10h chez une orthophoniste. L'idée, c'est évidemment de pouvoir amener son enfant et de pouvoir l'amener, par exemple, à midi sur le temps méridien pour que l'enfant puisse venir au centre aéré à partir de midi et de profiter et de permettre aux parents, par exemple, de prendre qu'une demi-journée de travail, puisqu'on sait combien c'est compliqué de joindre les deux. Voilà. Merci Faustine pour ces explications. Bon, en effet, c'est une demande, de certains parents qui sont parfois ennuyés et qui n'arrivent pas à trouver les créneaux qui correspondent particulièrement quand les enfants ont besoin d'un suivi régulier. C'est pas toujours évident entre le travail, les horaires, l'école, le truc, c'est un peu compliqué. Bien évidemment, cette disposition s'est travaillé en lien avec les directions des 2 écoles. Et donc, en effet, on va quand même veiller que ça ne pose pas de difficultés, notamment sur le rythme scolaire et sur la qualité d'enseignement des enfants. Voilà, mais bon, pas de plus. Est-ce que ça suscite des questionnements? Oui. Quand on lit le projet de délibération qui a été établi et qu'on lit bien sûr dans le règlement l'article 9 sur le projet de délibération, il est dit, il est écrit plutôt, qu'il n'est pas permis aux enfants de pouvoir quitter le périscolaire, particulièrement sur le temps méridien. Quand je regarde l'article 9, il n'y a rien de marqué là-dessus. L'article 9, il stipule pas qu'il n'est pas permis. Ouais, mais pour autant, c'est pas non plus autorisé. Ouais. Donc, oui, mais bon. Oui, c'est pas né, mais c'est pas autorisé non plus. Parce que sinon, c'est la foire. T'imagines, pendant le temps périscolaire, si tout le monde vient chercher les enfants au milieu du truc, alors c'est vrai que c'est pas noté, mais ça serait peut-être bien de le préciser. Voilà, c'est pas noté. C'est pas noté. Et par contre, sur la délibération, sur le projet, on va dire, de règlement, là, comment ça va être stipulé? On n'a pas eu un projet de règlement, quoi. Comment ça va être écrit, comment ça va être mentionné? Il n'y a pas eu de projet, on va dire, de règlement, quoi. De modification du règlement, tu veux dire, par rapport à cette délibération. Là, on va le faire. Si on est d'accord, mais ça n'a pas été... on n'a pas fait de projet. Bon, on va l'intégrer dans la convention. Dans l'article 9? Dans l'article 9, notamment. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions? Non. Donc, je propose au conseil municipal d'approuver la modification de ce règlement via la délibération que nous proposons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Alors, j'arrive au bout de l'ordre du jour et nous avons eu une question orale. Donc,
Qui pose la question orale? C'est toi, Jacques? Alors, c'est une question qui concerne l'installation des caméras de vidéosurveillance. Le conseil municipal avait décidé, il y a maintenant plusieurs mois, l'installation de caméras de vidéosurveillance aux entrées et sorties de notre village. À l'issue de ces installations, il avait été constaté que des travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art et surtout non conformes à la réglementation en vigueur. Vous avez fait procéder à une reprise de ces travaux pour une mise en conformité, ce qui induisait un surcoût par rapport au montant initial de ces installations. À ce jour, pouvez-vous nous informer sur l'état opérationnel de ces installations? Deuxième question, quel est le surcoût induit de cette mise en conformité par rapport au montant initial et quel est le montant total TTC des travaux? Nicolas, tu prends la main s'il te plaît. Ok, on m'entend. Au niveau du budget global, en fait, il se porte... C'est tout petit, hein. Le tableau il est très très petit. On est à 45 516 € pour un plan pluriannuel d'investissement de 39 600. Voilà. Concernant le fonctionnement le surcoût, en fait, le surcoût, il a été fait par rapport à des réglementations de contrôle, comme j'avais expliqué la dernière fois, sur la Socotec, des raccordements de compteurs nécessaires à mettre en place sur chaque pylône, en fait, qui desservent les caméras. Et donc c'est ces surcoûts-là en fait qui ont été engendrés, et notamment des positionnements qui ont dû être modifiés. Je pense à l'entrée là-bas au cimetière qui du coup en fait l'alimentation ne permettait pas de pouvoir raccorder la caméra, donc il a fallu faire des travaux pour pouvoir raccorder sur notre coffret. Concernant le fonctionnement, les caméras fonctionnent toutes, voilà. Et je sais pas si je peux Si. Elles sont opérationnelles. Elles sont opérationnelles. Elles ont déjà d'ailleurs. Elles ont déjà servi. Elles ont déjà servi, notamment il y a très peu de temps pour une enquête, notamment sur, je peux vous le dire, mais sur l'enquête de la poste de Saint-Gély-du-Fesque. On a eu une réquisition sur le sujet. J'ai pas eu le surcoût, le montant du surcoût. 39 000, je crois, c'était le 38-39 000 et c'est 45 000 plus 6. Voilà pour les réponses apportées à cette question orale. Je crois qu'on arrive au bout. On arrive au bout, seulement je voulais répondre et rebondir sur cette question, parce que vous m'avez permis en début de séance. 39 000, c'est-à-dire que c'est le surcoût sur la base des 28 000 de caméras? Non, il y a un problème là, non? Le coût des caméras, c'est 28 000 €. Qu'est-ce que représente 39 000? C'est la globalité? C'est quoi? Le surcoût? C'est le budget initial. L'inscription budgétaire. L'inscription totale budgétaire. C'est pas le surcoût alors. C'est 39 moins 28. Je sais pas, vous étiez au conseil à cette époque-là. Je vous le dis. Qui êtes en charge du projet. Et en effet, je vous remercie de me le rappeler. Et c'est pour ça que je vais rebondir dessus. Puisque, vous voyez, le dossier technique, vous avez l'impression de dire que ça a été fait par des artisans sauvages. Et donc, je tenais à revenir là-dessus. Le dossier, il est là. Et en effet, c'est moi qui m'en suis occupé. Et moi seul. Non, mais on n'est pas là pour reprendre le dossier. On va reprendre le dossier technique, il est ici. On reprend pas le dossier. Le dossier technique, il est ici. On reprend pas le dossier. Par contre, moi, ce qui me dérange, un état des lieux de ce dossier. Bon, ça, c'est les paroles que vous avez tenues en mon absence. Seul conseil que j'ai loupé depuis mon engagement. Donc, je veux dire que à 99,9%, j'étais là. Et quand je suis pas ici, apparemment, ça ricane, ça fait des sourires et ça me fait un lynchage. Chose que j'apprécie peu, monsieur. Monsieur Plat, on se dispense de vos commentaires. Il a été utilisé les mots branchement sauvage. Électricien qui a fermé boutique. Alors, vous allez m'expliquer, l'électricien qui a fermé boutique, il avait fait une facture, en effet, pas du branchement sauvage, puisque nous sommes propriétaires des réseaux électriques, et je tiens à le rappeler ici, nous sommes propriétaires des réseaux électriques, nous sommes ça ne marche pas comme des ça, réseaux électriques, et quand nous avons contacté Monsieur Béteille à ce moment-là, avec la personne en relation chez Apsis, Monsieur Béteille avait informé
que on était propriétaire, que lui ne le conseillait pas, mais que la décision nous importait. Oui, en fait, Que la décision nous importait. Désolé, Monsieur Plat. Donc, non, je veux désolé, savoir, ces 2000 euros. Si, parce que je veux savoir, les 2000 euros, est-ce qu'ils ont été réglés à l'électricien? Non, vous ne les avez pas réglés. Donc, l'électricien, pour l'intervention qu'il a fait, mais à culpa, en effet, s'il a fait une erreur, les 2000 euros n'ont pas été payés. Par contre, vous dites l'électricien qui a fermé boutique. Et moi, c'est là que ça me dérange, parce que je suis contre tout ce qui est diffamation, mensonge. Et vous avez fait appel à ce même électricien qui a fermé boutique, parce que c'est lui qui est venu vous raccorder la terre. Monsieur Amat pourra le confirmer. Monsieur Amat, vous avez fait appel à cet électricien. A-t-il fermé boutique? Il l'a raccordé avant. Monsieur Morin, arrêtez de dire n'importe quoi. Il n'a pas fermé boutique. Et je trouve quand même que c'est irrespectueux dans un conseil municipal de diffamer et de mentir sur cet électricien. Non, mais il n'y a pas d'écouter. Je sais ce que je maintiens. L'électricien n'a pas fermé boutique. Et je vois qu'il est coutume de mentir. Ceci est l'article. Vous voyez l'article, Monsieur Barbe, quand vous avez maintenu que l'article du Midi Libre là, ne figurait pas, ou rédigé par Lydie Bonnard, forcé, la pharmacie a été cambriolée, il est ici. Vous voyez? Donc je ne suis pas un menteur et j'apprécie pas d'être traité de menteur et je n'apprécie encore moins que vous diffamiez à mon encontre quand je ne suis pas là et que ça ricane. Voilà. Hein? Ici, on n'est pas à l'Assemblée nationale, d'accord? On est dans un conseil municipal et local. Ici, je connais les habitants et vous inquiétez pas, ils n'étaient pas très ravis de vos réactions. Oui, je termine là-dessus. C'est votre interprétation, Monsieur Plat. Que vous croyez, Monsieur Barbe, ne vous inquiétez pas. Merci que vous croyez. Voilà. Que Très vous bien. croyez. Ceci étant dit, le point est clos et je lève la séance et je vous remercie.